là, tout le monde se met à rire de lui, puis on lui fait des reproches, puis c'est pas long, là, que ce qui était une activité extrêmement... Parce que c'est associé à des stimuli ou à des émotions négatives. Cet élément-là est important. Je disais, les enfants, quand on leur demande « Qu'est-ce que tu t'en vas faire à l'école? » mais les études montrent qu'ils vont dire « Je m'en vais apprendre à lire. » Et je devrais dire qu'ils sont extrêmement surpris de la question. Tu sais, mon oncle qui est prof d'université, puis il ne sait pas trop, il n'a pas l'air à savoir, il me demande ce qu'on va faire à l'école. Ça ne marche pas, là, il y a quelque chose. C'est évident que l'école, c'est un endroit où on va apprendre. Les enfants ont le goût, ont hâte d'aller à l'école. Quand tu leur demandes de quoi puis tu penses-tu que ça va bien aller à l'école? Ça aussi, ils sont extrêmement surpris. À 5 ans, tu ne penses pas que tu vas avoir de la misère à apprendre à lire ou à apprendre à faire des mathématiques. Les enfants à 5 ans, quand leurs appréhensions par rapport à l'école, c'est dans l'ordre. La première, si vous avez des enfants vous-même, ça s'exprime dans des mots d'enfant par « j'espère que ma maîtresse va être fine ». Ça, c'est vraiment la principale. C'est pas « j'espère que je vais être capable d'apprendre comme les autres ». J'espère que ma maîtresse va être fine. J'espère donc que je vais être accepté par les adultes. J'espère aussi que je vais être accepté par mes petits camarades de classe. J'espère que je ne perdrai pas le coffre à crayon que j'ai reçu pour ou telle affaire. Puis j'espère que je ne me perdrai pas en revenant du chemin de l'école. Ça, c'est souvent relaté comme les principales craintes de l'enfant. Les craintes sont sociales. Elles ne sont pas reliées à des craintes, pas des craintes reliées à ce que je vais être capable d'apprendre ou de ne pas apprendre. Alors, généralement, on constate que la majorité des enfants, quand les enfants commencent à l'école en première année, bien, ils ont tendance, ils s'en vont là pour apprendre, pour réussir, puis ils ont tendance à déployer des comportements d'engagement dont j'ai fait mention sur la CETAT précédente. Font plutôt enclins à faire des efforts. Là, on est des êtres humains quand même, là, mais plutôt enclins à faire des efforts. Ils sont plutôt attentifs, plutôt tenaces devant les difficultés et plutôt assidus dans leur comportement d'engagement. Et ils ont aussi tendance à respecter les règles de vie de la classe. En première année, vous savez, quand les enfants désobéissent, ce n'est pas la plupart du temps, parce qu'il y a des exceptions, ce n'est pas tellement parce qu'ils ne veulent pas obéir, c'est parce qu'ils ne savent pas trop comment, puis ce n'est pas trop encore organisé dans leur répertoire de réponses, comment faire pour obéir. Alors, en première année, quand on est enseignant, on sait très bien qu'on montre aux enfants comment respecter les règles, alors qu'au secondaire, on aura à les convaincre que c'est important de les respecter, parce que des fois, il faudrait leur montrer aussi, mais on sait que rendu au secondaire, bon. Cela dit, les enfants se rendent rapidement compte que l'école, c'est pas vraiment un endroit pour apprendre. Bon, oui, c'est un endroit pour apprendre, mais c'est pas seulement ça. L'enfant ne se doutait pas d'une chose, c'est que l'école installe autour de l'enfant des miroirs. Des miroirs qui réfléchissent à l'enfant une image très nette de lui, une image que jamais, par rapport à son niveau d'intelligence ou ses capacités ou sa comparaison quant à sa performance avec les autres enfants de son âge. Ça, c'est la première fois qu'il y a cette révélation-là, si on peut dire. Il y a des enfants, l'image qui est reflétée par les miroirs qu'installe l'école, des enfants là, qui, cette image-là ne fait pas du tout leur affaire. Certains sont tout à fait blessés par l'image que leur envoie l'école. Et à ce moment-là, bien, habituellement, vous voyez, moi, je ne suis pas un bon bricoleur. Je n'aime pas bricoler, mais je n'ai pas de problème avec le bricolage. C'est-à-dire, chez moi, quand quelque chose brise, ben, j'appelle un bricoleur. Il vient, il bricole, il me donne une facture, c'est tout le temps trop cher, là, mais ça ne fait rien, fait que ça en va, pas de problème. Mais quand tu es enfant, tu ne peux pas payer ton petit voisin pour qu'il aille à l'école à ta place. Ça ne marche pas, ça.
Fait que là, tu es un peu dans un dilemme. Tu te sens pas bien. Tu avais hâte d'aller à l'école, mais là, tout à coup, tu te retrouves dans un environnement. Il y a plusieurs enfants qui sont comme ça. Tu te retrouves dans un environnement où là, ben là, puis c'est 180 jours minimum à peu près par année. Fait que ça commence à être lourd. Là, tu as 7 ans, tu es super malheureux à l'école, tu as hâte que ça finisse, puis là, à un moment donné, au détour d'une conversation entre ta tante, ta vieille tante Suzanne, elle a 27 ans, elle est 1 an plus jeune que ta mère. Alors, ta vieille tante Suzanne, à 27 ans, tu te rends compte, au détour d'une conversation avec stupéfaction et horreur, qu'elle va encore à l'école. Tu en maîtrises. Toi, tu as 7 ans, tu te fais 1 an, 2 ans que tu es là, tu détestes ça pour mourir, tu te dis, wow, that's life. C'est quoi? Ça finit-tu un jour? Alors là, tu commences à adopter des comportements de protection. C'est normal. C'est des comportements, on a indiqué ici, éviter l'échec. En fait, c'est pas ça. L'échec peut être souvent perçu par quelque chose d'inéluctable par l'enfant. C'est que c'est pas éviter l'échec, c'est éviter ce que l'échec fait, là. Éviter l'impact négatif de l'échec sur l'estime de soi particulièrement. Alors les enfants, là, si vous êtes enseignant ou si vous avez déjà enseigné, vous allez voir plusieurs images d'élèves. Et si vous enseignez à des plus vieux aussi, vous allez voir plusieurs images d'étudiants. Alors, on va développer différents comportements destinés à minimiser l'impact de l'échec à l'intérieur d'un environnement qui nous est hostile, qui est perçu comme tel, mais dont on ne peut pas s'échapper. Alors, première chose, la plus fréquente, c'est le manque d'effort. En faire le moins possible. Les enfants découvrent rapidement qu'à l'école, moins t'en fais, moins tu as de chances de te tromper. Puis qu'à l'école, l'erreur, on n'aime pas ça. Alors, ça donne des comportements assez aberrants parfois. Tu as ton élève, là, je vais l'appeler Mario. Quand les situations sont stressantes, c'est encore ces comportements-là d'évitement, là, de refuser de faire des efforts, sont davantage exacerbés. Alors là, tu as un examen, par exemple. Alors là, ça, c'est stressant. Tu leur donnes 50 minutes. Mais au bout de 10 minutes, Mario, ça fait 5 minutes qu'il attend parce qu'il a fini, lui. Alors là, il vient te voir avec, là, tu dis, Mario, fais attention, relis tes questions comme il faut, tu sais. Moi, je me suis déjà fait répondre par des élèves. Tu sais, sans plus de répondre, il faut se mettre à lire les questions. Bon. Là, on a parlé d'autorégulation tout à l'heure. Là, on n'est pas là, là. On se comprend. Alors, en fait, en faire le moins possible, ça revient à une chose. C'est que, vous savez, quand on échoue, il peut y avoir 2 conditions. Une condition où ça fait très mal, puis c'est toujours désagréable, là. Mais il y a une condition où ça fait très mal, puis une condition où ça fait beaucoup moins mal. Quand est-ce que ça fait mal, le plus mal? Ça a un rapport avec l'effort, là. Un petit hint. Alors, si on a fait beaucoup d'efforts pour réussir, pour ne pas échouer, puis on échoue pareil, ça fait mal. Parce qu'on n'a pas, les théoriciens des modèles attributionnels l'ont montré, là, on ne peut pas expliquer l'échec par des variables qu'on aurait pu contrôler. C'est-à-dire, si j'avais travaillé plus fort, j'aurais peut-être été capable de réussir, j'aurais mieux réussi. Alors, on est obligé d'attribuer ça à des variables stables, incontrôlables, du fait que si je n'ai pas réussi, c'est parce que je suis moins bon que les autres. Alors, en faire le moins possible, ça devient pour certains une marque de commerce. Et ces comportements d'évitement-là se développent au cours, c'est des mécanismes de protection, là, on se comprend, ça se développe au cours du primaire. Mais ils ont tendance à se cristalliser au cours du secondaire. Et puis après le secondaire, ça peut changer, c'est des variables, mais ça commence à être plus difficile à modifier. Le refus de suivre les consignes, c'est une variante de refuser de faire des efforts. Surtout les consignes de l'enseignant. Pas faire ce que l'enseignant suggère de faire. Moi, j'enseignais, on l'a dit tout à l'heure, mais j'enseignais en adaptation scolaire. Je n'ai jamais eu des élèves ordinaires. J'ai toujours été dans des classes dites spéciales.
avec des élèves assez spéciaux. Et je me souviens, en secondaire 1, les élèves à l'époque, je pense qu'ils doivent avoir encore ça à faire, en tout cas, devaient produire un court récit d'aventure. Alors, moi, je suis avec des élèves en difficulté. Alors, je passe la fin de semaine, je leur fais un petit protocole. Premièrement, tu fais ça. Deuxièmement, tu fais ça. Troisièmement, tu fais ça. Quatrièmement, tu fais ça. Tu sais, tu suis ton protocole, là, puis tu devrais avoir quelque chose qui ressemble, grosso modo, à un récit d'aventure qui va me permettre de corriger puis de te donner un résultat. Alors, je remets mon protocole. Puis là, il y a une étudiante qui vient me voir. Elle, là, c'est parce que finalement, elle fait mourir son héros dans le premier paragraphe. Là, c'est supposé être 4 pages. Là, elle vient me voir, puis elle me dit, je suis bloqué. Bon. Je dis, OK. Là, je prends sa feuille, je regarde, mais sérieux, là, c'est pas inventé, c'est vrai, ça. Pow. C'est comme ça, puis elle est bloquée là. Bon. Elle pourrait utiliser, vous savez, le flashback. Puis à partir de là, puis raconter, là, on revient 10 jours auparavant. Mais elle n'est pas très flashback, si vous me suivez. Là. On n'est pas là. Alors, là, je me donne-moi ta feuille, ton protocole. Je dis, quelle feuille? La feuille que j'ai passée la fin de semaine à faire pour t'aider, là. Alors, la feuille est à son bureau, inutilisée, elle l'a pas lue, c'est sûr. Elle vient me voir avec sa feuille. Je dis, bon, regarde, 1, tu tues ton héros. 2, tu viens me voir. 3, on en parle tous les deux. Est-ce que c'est ça qui est marqué? Elle dit, ben non. Pourquoi des enfants... vous comprenez? C'est un autre mécanisme de protection, ça. Moi, je suis un juge expert. Hein, je suis son prof, je suis son enseignant. Si je lui dis, fais ça comme ça, un être normalement constitué là, devrait être capable de produire quelque chose. Mais elle, là, c'est pas la première fois qu'on lui dit, fais ça comme ça, puis elle s'essaye maladroitement. Mais pour elle, ça ne marche pas, ça. Elle aime mieux pas faire ça, justement, parce que c'est encore une autre façon de dire, si je le fais comme on me dit de le faire, puis je ne suis pas capable, mais là, je suis vraiment, là, c'est vraiment, vraiment pas le fun. Alors, dans mon élève qui est ici, qui manque d'efforts à l'école, j'ai souvent connu ça, cet élève-là, on va dire, il est paresseux. Oui, mais il est paresseux, mais il n'est pas capable, il manque d'attention. Ça, j'ai entendu ça tellement souvent. Oui, mais il manque d'attention. Il va travailler 3 heures sur son Xbox 360 à essayer de délivrer la princesse Zelda, qui est prisonnière dans une huître. Imaginez. Il faut presque le tirer de force pour qu'il vienne s'alimenter, parce qu'à un moment donné, ça ne marche pas, il va mourir. Hein? Mais là, il ne manque pas d'attention, il ne manque pas de concentration. Il y a peut-être que la différence, c'est que si jamais il n'est pas capable de libérer la princesse Zelda, bon, comme elle est dans une huître, ça ne risque pas d'aller le dire à tout le monde. Hein? Tandis qu'à l'école, ce qui se passe, c'est éminemment public. Et ça, c'est important aussi. De quoi j'ai l'air devant les autres, ma place dans le groupe. On sait, Albert Bandura a montré ça, c'est déterminant, ça. Le sentiment, c'est banal ce que je veux dire, mais le sentiment qu'on a, l'estime scolaire, l'estime de soi scolaire, ça s'abreuve sur une principale variable, 2 principales. La comparaison avec les autres, hein, et le jugement des juges experts, ou l'évaluation que quelqu'un que je trouve être un expert, fait que c'est les parents, c'est l'enseignant, l'évaluation que je reçois. C'est ce qui fait que je vais trouver que je suis bon, pas bon, capable, pas capable. Donc, manque d'effort, refus de suivre des consignes. Se développe aussi une autre habitude ou une autre stratégie d'évitement, le refus total de recevoir ou de demander de l'aide. Bien, pas total, là. Pourquoi? Parce que demander de l'aide, ça revient à... c'est un aveu d'impuissance, publiquement, souvent. Et puis, l'aide est perçue comme c'est quelque chose qu'on accorde, qu'on attribue aux enfants en difficulté. Puis, il n'y a personne qui a le goût d'avoir ce label-là
de personnes ou d'élèves en difficulté. Alors, les élèves, il y a quelques années, les chercheurs proposaient, les élèves en difficulté ont un répertoire de stratégies d'apprentissage, un répertoire de stratégies d'autorégulation qui est pauvre, qui est limité. Évidemment, ils ne le pratiquent pas. Ils sont tout le temps centrés sur « j'en fais le moins possible ». Ça ne se développe pas à ce rythme-là. Alors, l'idée, souvent, les chercheurs recommandaient aux praticiens, aux enseignants, enseignez-leur, montrez-leur les stratégies d'apprentissage. Il y a juste un problème, c'est qu'ils ne veulent pas, ils ne sont pas intéressés. Montre-moi pas comment faire. Puis ça, j'ai tellement vu ça souvent avec des enfants en difficulté. Montre-moi, surtout en public. Tout seul, ça va. Mais montre-moi pas comment faire. Finalement, avec l'adolescence, parce qu'on ne peut pas maintenir à la fois l'idée de vouloir réussir à l'école puis constater qu'on a de la difficulté à réussir, on est obligé, si on ne veut pas sombrer dans la dépression, de réajuster nos ambitions, nos objectifs. Alors, même à partir de la fin du primaire, les enfants vont commencer à émettre beaucoup de jugements de désintérêt. C'est plate, c'est pas intéressant, c'est pas... Et ça, quand je travaillais avec des parents, là, un enfant de 12 ans qui dit « Ah, c'est plate les maths, c'est plate les mathématiques », en fait, souvent, ce que l'enfant est en train de dire, les émotions que je vis quand je fais des mathématiques, sont vraiment très plates. C'est vraiment des émotions très négatives. Pas tellement la mathématique en soi. Mais à un moment donné, tout ça est rationalisé. Je vais vous montrer tout à l'heure un peu comment ça se développe, là, particulièrement avec le passage du primaire au secondaire. Finalement, d'autres comportements d'évitement peuvent être des comportements positionnels. Alors, je dérange, je ne suis pas les règles de vie, j'empêche le prof d'enseigner, comme ça, je suis un parmi ceux qui a de la misère. Tout le monde, personne n'apprend, fait que ça va bien. Je suis noyé dans la foule. Des comportements de délinquance, de repli sur soi. En fait, c'est montré, j'ai travaillé beaucoup avec des psychoéducateurs. La délinquance, ce n'est pas l'école qui forme le délinquant, mais ça peut être un facteur accélérant ou accentuant. C'est-à-dire que moi, quand je suis à l'école, je suis en difficulté, j'ai un sens important de perte de contrôle. Je ne suis pas en contrôle de ma vie. Ce que je vis, 180 jours et plus par année, c'est que je vis un manque de contrôle. Et ça, psychologiquement, c'est très, très difficile à supporter. Surtout à une époque de la vie où on est en train de se construire comme individu. Personne n'aime ça, se construire comme un individu en manque de contrôle. Mais quand je prends une brique puis je la lance dans une vitre, bien là, j'ai un certain sens de contrôle. Je ne me sens pas bien de faire ça. Je vis des émotions négatives de culpabilité. Mais plus fort que la culpabilité, c'est la honte. Puis à l'école, j'ai des sentiments de honte. Parce que vous savez, la honte, et la différence entre la honte et la culpabilité, c'est que la culpabilité, tu as un contrôle. Si je lance une brique dans une vitre, j'aurais pu ne pas la lancer. Mais quand je suis dernier de ma classe, je ne vois pas ce que je peux faire pour me sortir de cette situation-là. Là, en ce moment-là, je vis des émotions associées à la honte, pas à la culpabilité. Évidemment, ça se solde aussi par l'absentéisme, de l'abandon prématuré des classes, tout ça. Alors, ce que je disais d'entrée de jeu, il me reste juste 10 minutes. On va être obligé de faire des sauts quantiques. OK. Je mène des travaux depuis 25 ans sur l'évolution de l'engagement et de la motivation chez les enfants. Ça évolue comme ça. Ça veut dire à partir, c'est schématisé, donc on se comprend bien, première année en haut du primaire, puis dernière année du secondaire en bas. Ça évolue comme ça. Ça descend. Alors, il y a 2 temps de mesure à chaque fois. Au mois de l'année, début de l'année en septembre, puis à la fin de l'année au mois de mai. Alors, ça descend tranquillement. En moyenne, ça veut dire que le phénomène dont je parlais tout à l'heure des comportements d'évitement, là, et d'un certain retrait ou diminution de la motivation à apprendre à l'école,
ça touche, en moyenne, ça touche beaucoup, beaucoup d'élèves, parce que les moyennes font que ça descend. Je m'exprime mal, mais vous comprenez, je suis certain. Mais pourquoi ça remonte? Bien, en début par exemple, fin de la 5e année, mais là, on arrive au mois d'août, là, il y a une petite poussée de motivation, là. C'est un nouveau coffre à crayon, une nouvelle petite jupe, un nouveau prof. On se surprend même pendant 2 semaines à avoir hâte au retour des classes, mais après ça, ça redescend. Puis ça descend comme ça, graduellement jusqu'à la fin du secondaire. Est-ce que c'est... Il y a un moment particulier où ça va descendre beaucoup, où la motivation où l'engagement va vraiment se détériorer. C'est lors du passage du primaire au secondaire. Ça aussi, je mène encore des travaux de recherche là-dessus. En l'espace de quelques mois, tu prends des mesures au mois de mai, là, sont la dernière année là, de leur primaire, puis tu prends des mesures au mois de septembre, octobre, la première année à l'école secondaire, puis à la fin de la première année de l'école secondaire, on constate immédiatement, constamment, pas juste au Québec, à peu près partout, en tout cas dans la littérature anglo-saxonne, on retrouve ça partout, une diminution du rendement. Les notes diminuent. Alors, ce que ça fait quand les notes diminuent, bien, on se sent moins compétent. Si on se sent moins compétent, bien, par le même processus de rationalisation que j'ai mentionné tout à l'heure, on va commencer à manifester moins d'intérêt pour les matières scolaires. Et on va aussi commencer à avoir de plus en plus de problèmes relationnels avec les enseignants. Pourquoi c'est difficile, les transitions? Mais on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'il y a une diminution de la motivation puis de l'engagement chez plusieurs élèves au fur et à mesure des années? Dans les années 60, en ce qui concerne le passage du primaire au secondaire, là, on pensait que c'était des transformations physiologiques et psychologiques que connaissent les jeunes. On a des intérêts nouveaux, les horizons s'élargissent, l'attachement se modifie, la puberté, etc. Alors, c'était les difficultés et la diminution de motivation, c'était considéré comme inéluctable. Il n'y avait pas vraiment rien à faire. Plus tard, on a suggéré que c'est parce qu'on passait du primaire au secondaire à un mauvais moment. Aux États-Unis, ils ont développé des écoles junior high, senior high, vous savez. Alors, des écoles de transition. On a ça aussi au Québec à certains endroits. C'est-à-dire qu'après le primaire, on va aller dans une école de premier cycle du secondaire, faire secondaire 1, ce qui ressemble au junior high school américain. Mais ça ne marche pas mieux. Alors, ces explications-là ont été rejetées. Maintenant, on suggère que les problèmes reliés à la transition, c'est des problèmes reliés à l'environnement scolaire. Ce n'est pas un phénomène naturel normal, là. C'est en conjonction. En fait, je vais dire ça comme ça, je vais vous amener tout de suite là. Selon les théories qui prévalent actuellement, la qualité de l'expérience scolaire serait tributaire de la capacité des établissements à faciliter la satisfaction des besoins psychologiques de l'élève. On va dire ça autrement. Le Stage Environment Fit Theory de Jackie Eccles là, est très proéminente dans la littérature depuis 15 ans là-dessus, là, même plus que ça. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'école secondaire... ça veut dire que l'école, quand l'enfant est capable de satisfaire certains besoins psychologiques de base à l'école, il va rester à l'école, puis il va persévérer, puis l'école va être un milieu de vie agréable pour lui. Puis quand il n'est pas capable de satisfaire ses besoins psychologiques de base, bien, c'est des besoins. Il va aller essayer de les satisfaire ailleurs. Quels sont ces besoins-là? D'abord, le besoin de sécurité, besoin d'intégrité, besoin de savoir qu'on ne se fera pas molester quand on va être dans la cour d'école ou on va aller à la salle de bain. Besoin de sécurité, c'est aussi le sentiment qu'on est capable de s'exprimer en classe sans faire rire de soi. Besoin de connexité, c'est-à-dire le besoin d'établir des relations positives, significatives avec des adultes et aussi avec des jeunes de son âge. Besoin d'estime de soi, c'est-à-dire le besoin de connaître des succès à l'école. Je reviens au besoin de connexité. Quand
Quand un enfant réalise que les seules personnes qu'il aime et dont il se sent aimé, c'est du monde à l'extérieur de l'école, ça ne marche pas, là. Besoin d'estime de soi, quand l'élève réalise que les seuls endroits dans sa vie, les seuls moments où il se sent fier, c'est en dehors de l'école. Et au contraire, les moments où il se sent pas fier de lui, mais c'est à l'école. Là, il y a un problème. Besoin d'autonomie. Besoin d'être capable de participer aux prises de décision qui te concernent, d'être capacité de faire des choix. Et avec l'âge, même si c'est déjà présent au primaire, mais de plus en plus, le besoin de donner du sens à ce qu'on fait à l'école. Je ne peux pas ne pas mentionner ici une activité de... J'ai combien de temps, monsieur le chair? J'ai déjà dépassé mon temps? Oui. J'ai enseigné géographie en 3e secondaire. En 3e secondaire, en géographie, le module 5, on étudie l'exploitation de la potasse dans le sud de la Saskatchewan. Là, tu as une classe d'élèves en difficulté qui sont dans la puberté, parce qu'ils ont une puberté eux autres aussi, des troubles de comportement en plus. Alors là, cette semaine, on va parler de l'exploitation de la potasse dans le sud de la Saskatchewan. Ça, avec le cahier d'activité à l'époque, je pouvais y tenir 2 semaines là-dedans. Tu prends une carte des principaux sites d'exploitation, tu fais colorer, les produits de transformation, les facteurs de localisation, des industries de transformation de la potasse, ça doit dire quelque chose, et tutti quanti. En fait, à un moment donné, je me suis dit, c'est quoi qui est important d'apprendre là-dedans? J'ai consulté le programme d'études, ce que je ne faisais pas trop, peut-être pas assez souvent. Ma stupéfaction, j'ai réalisé que ce qu'on avait à comprendre de toutes ces activités-là, c'est que, regardez bien là, il y a des industries de transformation de la potasse dans le sud de la Saskatchewan parce qu'il y a de la potasse dans le sud de la Saskatchewan. Tu n'as pas besoin de 2 semaines, là, je pense. Mais, alors lui, mon élève, il ne sait pas ça, là. Puis à un moment donné, il arrive, il a son examen, c'est hydroélectricité mine, le P-chapitre. Alors, il a son examen, puis évidemment, la première question, là, pour une fois, il a étudié. Il est capable, la mine, là, la carte des mines, les yeux fermés, il est capable de la faire. La première question, c'est, parmi les réponses suivantes, laquelle explique le mieux la présence d'industries de transformation de l'érable en Beauce? Là, il cherche la potasse, là, tu sais où on va parler de la potasse dans l'examen. On ne parle pas. Comprenez? Ça n'a pas de sens. Puis c'est souvent comme ça. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des jeunes au secondaire, puis c'est souvent... Parce qu'on oublie juste comme une chose, leur dire pourquoi on fait ça. Pourquoi on apprend ça? En quoi c'est important d'apprendre ça? Je voudrais juste vous inviter, parce qu'il me reste plus de temps, j'ai écrit quand même pas mal, beaucoup sur le sujet même, et j'ai développé un modèle que j'ai intitulé le modèle classe. Dans ce modèle-là, on reprend de façon, on reprend des résultats de recherche qui ont mené sur quelles sont les meilleures pratiques qu'un enseignant peut mettre de l'avant en classe, primaire et secondaire, je dirais même au-delà, pour être capable de soutenir l'intérêt, la motivation, le sentiment, l'estime de soi scolaire des élèves. J'ai appelé ça le modèle classe, je trouvais ça approprié. D'abord, c'est les conceptions qu'on entretient comme prof. Hein? Si tu entretiens comme prof la conception qu'apprendre, c'est pas facile. C'est normal, ça demande un effort. C'est pas plutôt qu'une conception meilleure est ta note, plus tu as appris, ce qui n'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça. La latitude, la latitude, c'est-à-dire l'autonomie que tu accordes à tes élèves. L'ambiance, le climat de classe, est-ce qu'on est en compétition, est-ce qu'on coopère? Les situations d'apprentissage, est-ce qu'elles sont authentiques? Le soutien, est-ce que finalement on célèbre nos succès dans la classe ou on est tout le temps en train de se morfondre sur nos difficultés? Et l'évaluation, est-ce qu'on est capable comme prof d'évaluer sans décourager les élèves? Alors, qu'on soit enseignant ou qu'on soit formateur d'enseignants ou concepteur de programmes scolaires, ces éléments-là sont importants. Et je dirais juste ma conclusion, parce que pour aller avec mon titre, la décision de s'engager puis de poursuivre les études, ou plutôt d'abandonner et quitter l'école, ça relève davantage de la capacité
de l'environnement, donc de l'école, à permettre à l'élève de se réaliser et satisfaire ses besoins psychologiques. Plutôt que de ses particularités puis de ses traits de caractère distinctifs. Ça ramène au titre, là. La persévérance scolaire relève donc davantage de contingence environnementale, très souvent, que d'une idiosyncrasie. Puis la diminution de la motivation, ce n'est pas obligé, ça. Ce n'est pas génétique. C'est parce que l'école, notamment l'école secondaire, est à repenser, à mon avis. Merci beaucoup.